Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, mais vraiment quel plaisir. On se disait avec le professeur Derwish que ça fait pas mal de temps qu'on essaye de trouver la bonne date qui convienne, etc., pour monter cet événement. Si j'avais su, je l'aurais trouvé plus vite. Parce que vraiment, je ne sais pas si je suis une figure mémorable, mais en tout cas, l'accueil qui m'est réservé ici sera mémorable à mes yeux et vraiment toute ma reconnaissance pour cela, pour toutes les choses extrêmement gentilles que vous avez dites, cher monsieur Derwish, cher monsieur le doyen, cher monsieur le vice-président, cher professeur, tous les deux, merci infiniment. Et puis dans la salle, je suis très heureuse de faire la connaissance de ceux que je ne connais pas encore et j'espère que vous aurez aussi, vous, des questions et que je pourrai y répondre. Je ne sais pas comment compléter ce qui a déjà été dit à mon sujet, si ce n'est en disant que, en confirmant certains éléments. D'abord le fait que c'est vrai, je suis née dans la région du Rif, il y a de cela quelques années, quelques toutes petites années. Que je suis très attachée évidemment à ce pays, voilà, mais tout comme je suis très attachée au pays dans lequel j'évolue aujourd'hui, que pour moi c'est toujours très compliqué quand on vous fait injonction de lâcher vos racines, de les oublier, d'épouser complètement et autrement une autre vie, un autre monde. Je pense que nous sommes tous des citoyens de ce monde, que nous sommes traversés par lui, que le fait d'être né ici m'a foncièrement faite, a fait ce que je suis, a fait ma sensibilité à un certain nombre de sujets. Vous avez évoqué, Madame la professeure, votre mère, bien sûr. Enfin, je veux dire, de toute façon, chacun d'entre nous n'est pas beaucoup plus généralement que l'enfant qu'il a été et qui a constitué l'adulte qu'il deviendra. Et de fait, bien sûr, les mots de nos parents résonnent en nous et pour ceux d'entre nous qui ont eu des parents qui ont pris le chemin de l'exil pour leur offrir quelque chose de plus, de différent, on se sent une dette un petit peu. Et à la fois, je crois que ça nous pousse avec un sentiment d'urgence même à réussir ce qu'on fait, mais aussi, d'une certaine façon, on sait le sacrifice qui a été celui de nos parents de quitter leurs propres parents, leur propre terre, et on est très attaché à cette terre. Et c'est pour ça que j'y reviens souvent et que c'est un plaisir et que j'y reviens souvent devant des étudiants en plus. Et là aussi, j'ai été très touchée sur ce que vous avez dit quant au fait que je pouvais constituer une espèce de référence ou de repère pour des jeunes générations. J'en suis très émue, mais j'allais dire ici au Maroc, tout comme je le suis en France, parce que en France aussi, il m'arrive souvent d'entendre ce propos, et j'en suis très émue. Pourquoi ? Parce que je suis très très consciente du fait que les jeunes générations n'ont plus grand repère. Vraiment, le monde qui leur a été préparé, soyons honnêtes, n'est pas très sympathique, très rassurant sur plein de dimensions, que ce soit le retour de la guerre à travers le monde, que ce soit le changement climatique, que ce soit même les nouvelles technologies, puisqu'on évoquait le sevrage numérique, cette intelligence artificielle, voilà, qui arrive au grand galop et dont on se demande si on va encore pouvoir faire valoir notre humanité demain, si on va encore avoir du travail demain, etc., etc. Donc du coup, j'aime beaucoup l'idée que pour ces jeunes générations, on puisse constituer une espèce de pont, de passerelle pour les aider à se repérer un petit peu dans le monde. Et si je joue ce rôle, alors j'en suis vraiment sincèrement heureuse. Et c'est vrai que si c'était ce rôle-là que je devais jouer, si on devait se reconnaître en moi à travers les valeurs qui m'ont guidée tout au long de mes combats, qu'ils soient politiques, associatifs ou autres, alors je répéterai ici quelles sont mes valeurs. Elles sont relativement simples. Je pense que nous sommes nombreux à les partager. Peut-être que beaucoup de gens les partagent mais ne les communiquent pas vocalement. Mais moi, il se trouve que je suis souvent amenée à les communiquer vocalement. C'est peut-être pour ça aussi que c'est identifié. Mais ces valeurs, elles sont d'une simplicité extrême. Je crois en la dignité de l'être humain. Je ne crois pas à la hiérarchie entre les êtres humains.
Je ne pense pas qu'un mort dans tel pays soit moins grave qu'un mort dans tel autre pays. Je ne pense pas qu'au nom de je ne sais quel réel politique ou de je ne sais quelle contrainte économique, il faille laisser des gens mourir en mer Méditerranée alors qu'ils cherchaient simplement à sauver leur peau. Voilà, c'est ce que j'appelle croire en la dignité de l'être humain. Et cette croyance et cet engagement très fort, ça va me pousser évidemment à prendre des positions, aussi bien sur la question des demandeurs d'asile qui a été évoquée tout à l'heure. Comme présidente de France Terre d'Asile, je défends tous les jours le fait que ce droit d'asile est majeur, que les gens qui fuient des persécutions doivent pouvoir avoir des pays qui leur ouvrent la porte pour les accueillir et pour les traiter en humanité. Mais on va retrouver ça dans d'autres positions, sur le fait de ne pas supporter que des gens dorment à la rue, parce que c'est contraire à la dignité, de ne pas supporter que des enfants finalement n'aient aucun avenir, parce qu'on serait dans une société tellement inégalitaire qu'ils n'auraient même pas accès à une éducation de qualité, etc. Donc en fait, la dignité de l'être humain, je trouve que c'est vraiment la base de la base. Et quand on pousse cette réflexion un peu plus loin, on tombe vite sur l'être humain, il y a le masculin, il y a le féminin, et pourquoi est-ce qu'un sexe ou un genre serait supérieur à l'autre ? Et donc oui, l'égalité femmes-hommes, j'avoue que c'est un des combats auxquels je suis extrêmement attachée. J'ai été ministre des droits des femmes, je continue aujourd'hui notamment à transmettre, parce que j'ai créé un programme de formation sur les questions d'égalité femmes-hommes et politique publique à Sciences Po Paris, pour partie à l'UM6P d'ailleurs. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de travailler sur ces sujets-là avec les jeunes générations aussi. Et puis, de manière plus générale, dans le monde qui est le nôtre, confronté aux défis que j'évoquais tout à l'heure, changement climatique, retour de la guerre, ultra-polarisation, défis technologiques, je pense qu'il faut que nous fassions collectivement très attention à ne pas nous replier sur nous-mêmes en quelque sorte, parce que tout nous pousse à cela. L'incertitude, la peur, dans ce contexte très anxiogène, nous pousse à nous replier sur notre petite tribu, sur notre petite famille, sur nous-mêmes. Et les outils technologiques et les réseaux sociaux, les bulles de filtre, tout ce qui va finalement ne nous servir que ce qu'on croit déjà savoir et nous conforter là-dedans, nous pousse à nous replier sur nous-mêmes. Et nous replier sur nous-mêmes, ça veut dire que c'en est fini de la rencontre des autres, c'en est fini de l'altérité, c'en est fini de la curiosité. Et vous imaginez bien que dans un monde dans lequel on n'a plus ces rencontres, cette fréquentation des autres, d'une certaine façon, on n'est même plus choqué par le fait que d'autres puissent être traités différemment de nous. Et c'est là que se légitiment les discriminations, le racisme, etc. Et ça, c'est des sujets qui me semblent vraiment absolument majeurs dans notre époque. Et c'est pour ça que, quelle que soit la façon de m'y prendre, je les aborde toujours à un moment ou à un autre. Et je crois que nous devons être nombreux à le faire. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'introduction et je vais essayer de répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait pour les droits des femmes ? C'est une bonne question parce qu'en fait, elle traverse aussi bien la question de fond, c'est-à-dire, grosso modo, où est-ce qu'on doit en être des progrès pour les droits des femmes et qu'est-ce qui est efficace, que la question de l'exercice de responsabilité ministérielle. Est-ce que c'est dans cet exercice-là qu'on arrive le mieux à faire bouger les choses ? Et j'ai envie de vous dire, en fait, oui, moi je suis quelqu'un qui croit vraiment fondamentalement à la politique. Je sais qu'elle est devenue très agaçante, la politique. Je suis la première à m'en rendre compte. Et que souvent on a un peu envie d'éteindre sa télé quand on entend parler de politique, tellement on a l'impression que ça n'est que des batailles de coqs, que de toute façon des choses sont annoncées qui ne sont pas mises en œuvre, etc. On est bien d'accord. Mais
faut pas mettre tout le monde dans le même sac, ça n'a pas toujours été comme ça, et parfois il y a des moments honnêtement qui sont faits de combats pour des raisons très concrètes et de mesures finalement adoptées qui font progresser les choses. Donc j'ai eu le sentiment, moi quand j'étais ministre des droits des femmes, que à travers notamment la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes adoptée en 2014, on avait fait progresser des choses vraiment. À la fois pour lutter contre les violences faites aux femmes, puisque vous les avez abordées, parce que concrètement, c'est pas seulement le fait de construire plus d'hébergements d'urgence pour accueillir les femmes qui fuient le domicile conjugal, c'est aussi des principes qui ont été introduits dans la loi qui n'existaient pas avant. Par exemple, l'idée que, en fait, quand il y a violence, le principe d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, c'est un principe qui n'existait pas avant. Donc en fait, quand il y a violence, on renverse la donne, c'est à l'homme violent de partir et pas le contraire, avec la loi qui s'impose à lui. Donc ce genre de choses qu'on va retrouver dans cette loi, on y retrouve aussi beaucoup de mesures sur les questions de parité, parce que la parité, pendant longtemps en France, c'était un peu resté, à partir du début des années 2000, cantonné à la sphère politique. On a adopté les lois parité pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée, etc. Mais en fait, il n'y a pas que le politique, il n'y a pas que le Parlement dans lequel il faut de la parité. Il faut de la parité dans toutes les sphères de la vie sociale, toutes les instances, donc les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les fédérations sportives, tout ça. Donc la loi de 2014, elle va couvrir tout ça avec les mêmes types de règles que pour ce qui est de la politique. En fait, faire sauter les plafonds de verre peu à peu, un peu partout. Beaucoup de choses aussi dans cette loi sur le fait que l'égalité professionnelle, il ne suffit pas de dire par la loi, ça existait déjà, employeur, vous devez traiter de la même façon les femmes et les hommes et ne pas les payer différemment. Ça existait déjà dans la loi, mais ça ne suffit pas pour à la fin constater une égalité de rémunération. Et pourquoi on ne la constate pas à la fin? Pour une raison très simple, enfin même pour deux au moins. La première, c'est que en fait, les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Donc la vérité, c'est que c'est très sexué comme partage, comme répartition. Or, les hommes se retrouvent dans des secteurs qui sont mieux rémunérés et les femmes moins bien rémunérées. C'est pour ça qu'à la fin, en moyenne, vous avez cet écart. Et puis la deuxième raison, c'est que même quand ils se retrouvent dans un même secteur, une même entreprise, du fait des maternités, les femmes vont se retrouver à interrompre leur carrière, à s'absenter plus ou moins longuement de l'entreprise ou du marché du travail. Et que, en fait, ça va peser considérablement sur leur avancement de carrière, sur le fait qu'on va leur confier des projets, des augmentations, etc. Ou pas. Et de fait, c'est plutôt pas. Donc cette loi, finalement, elle va introduire deux choses majeures. C'est que, en fait, elle demande à toutes les collectivités publiques, c'est-à-dire État, collectivités locales, lorsqu'elles passent des marchés publics avec des entreprises, d'insister sur la dimension, on ne veut pas seulement que vous payiez vos salariés pareils, femmes et hommes, on veut vraiment que vous promouviez la mixité des métiers. Et ça, c'est quelque chose qui est pris comme une plus-value, c'est-à-dire que l'entreprise a plus de chances de remporter le marché public si elle a instauré ça. Et ça change quand même beaucoup la donne, même si c'est des choses qui se font sous les radars, mais en fait qui changent vraiment la donne. Et puis l'autre chose importante qu'introduit cette loi, qui a fait l'objet de plus de débats, etc., c'est l'idée que quand arrive un enfant dans une famille, il faut que le fait de passer du temps avec lui, de lui consacrer du temps, notamment dans les premiers âges, soit mieux partagé entre le père et la mère. C'est le fameux partage du congé parental. Et ça, pourquoi ? Parce que, en fait, il s'agit de rendre service aux femmes en évitant que ce soit des interruptions trop longues parce qu'elles auraient à gérer ça toutes seules, mais aussi aux hommes, parce que les hommes, je crois, ne sont pas heureux non plus dans cette société dans laquelle, finalement, on ne leur permet pas vraiment d'être père. Puisque finalement c'est au moment même où les enfants arrivent que généralement leur employeur, comprenant que maintenant, faut vraiment qu'il soit celui qui ramène le pain à la maison, etc., va leur donner encore plus de travail et les pousser à rester encore plus longtemps au bureau et donc qui ne voient pas leurs enfants pendant les premières années de leur vie. Enfin bref. Donc, cette loi, sur le fond, il y a eu des choses que je considère vraiment importantes qui ont été adoptées.
Mais je voudrais quand même dire que 10 ans plus tard, quand je regarde la situation de la société française ou des pays alentours, hein, pas que de la France, je ne suis pas pour autant si rassurée sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je trouve qu'on est en train de vivre une espèce de régression, quand même, assez préoccupante, qu'on lit dans certains signaux, j'allais dire faibles, mais ça n'a rien de faible, mais quand vous voyez le nombre de pays dans lesquels, par exemple, arrivent au sommet du pouvoir politique des personnalités qui clairement sont masculinistes, qui sont, enfin voilà quoi, qui limitent si on les laissait dire ce qu'elles ont envie de dire. Je pense à Trump, je pense à Orban, bien qu'il vient d'être défait, je pense à Milei en Argentine, enfin il y en a plein comme ça. Si on les, au Bolsonaro au Brésil, etc. Si on les laissait dire ce qu'ils voulaient absolument dire, limite ils vous diraient les femmes au foyer en fait. Hein. On est dans cet univers, dans cet environnement-là. Donc le fait d'avoir ce type de personnalité de plus en plus souvent élue pourtant démocratiquement, hein, qui arrive au pouvoir, c'est un signal. Le fait d'avoir ces outils numériques et les réseaux sociaux, ou comment ne pas constater, vous avez peut-être tous des enfants, des adolescents qui les utilisent, vous voyez bien à quel point on a sur ces réseaux sociaux une espèce d'hypersexualisation, d'hyperdifférenciation entre filles et garçons, qui fait pas du tout de bien, hein, parce qu'en fait elle enferme chaque sexe à un âge très jeune où on est quand même très influençable dans un univers finalement très réducteur, très réducteur. Et les filles, parce que c'est ça ce qu'on appelle les bulles de filtre, hein, quand je dis on est enfermé avec nos petits écrans, avec des contenus qui se succèdent à l'infini et qui nous vendent toujours la même chose parce que l'algorithme a compris ce que nous voulions voir a priori. Les filles ne reçoivent quasiment plus que du contenu leur apprenant comment se maquiller, et généralement en étant très court vêtus, et les garçons ne reçoivent plus que du contenu viriliste, vraiment. Et moi, j'assiste à une espèce de gap qui se creuse entre filles et garçons, et qui m'interroge beaucoup. Et du coup, ça fait le lien avec l'autre question que vous me posiez, la cyberviolence à l'encontre notamment des femmes sur le numérique, elle est extraordinaire. Enfin, c'est en ça que je dis que, pour moi, on est en train de régresser, parce que, par exemple, le fait d'être une femme, personnage public, que ce soit comme femme politique, comme journaliste, comme femme associative, etc., vous fait prendre des coups que vous ne preniez pas avant. C'est-à-dire, avant, peut-être la société était moins prête à donner le pouvoir, etc., mais enfin, elle passait pas son temps à vous insulter et à vous, et à vous taper comme si vous étiez un punching ball. Là, sur les réseaux sociaux, qui sont quand même, hein, quand on les fréquente 6 heures par jour, ça forge quand même beaucoup le cerveau de beaucoup de gens. Sur les réseaux sociaux, faites l'exercice ce soir, tapez le nom de n'importe quelle femme publique que vous connaissez. Encore une fois j'ai même essayé, juste pour l'exercice mental, j'ai tapé Mère Teresa. Je me suis dit, Mère Teresa, a priori, personne lui en veut, je sais pas, enfin, vous voyez. Eh ben, de l'insulte, des menaces de mort, des appels à la violence, etc. Si, il y en avait, y compris sur Mère Teresa. C'est quelque chose, c'est une constante. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux hommes politiques en France, je leur dis, en fait, vous ne savez pas que l'expérience vécue par vous et l'expérience vécue par les femmes politiques n'a rien à voir, en fait. C'est pas du tout, c'est comme si on n'évoluait pas dans le même univers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dureté du débat public contre les hommes aussi, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'une revanche. Et alors, ce que j'explique dans mon livre, que j'espère que vous lirez, c'est que je suis profondément convaincue que tout ça, c'est pas le fait du hasard, en fait. C'est vraiment, c'est une idéologie. En fait, vous voyez, j'évoquais quelques figures politiques à la Trump, à la Bolsonaro, etc. tout à l'heure. Mais en fait, dans la Silicon Valley, ceux qui sont à la tête des principales plateformes que sont les GAFAM, la vérité c'est qu'ils sont porteurs de cette idéologie-là, masculiniste, extractiviste, libertarienne, non à la régulation, etc., etc. Et donc, dans ce type d'univers ultra
compétitif, concurrentiel, prédateur, à nouveau, les femmes, en fait, sont les dindons de la farce, pour aller vite. Donc, moi, je pense qu'on est mal barré et qu'il va falloir se battre. Alors, je regarde ce qui se fait, évidemment, au Maroc. Moi, je suis agréablement surprise parce que sur le plan de l'évolution de la loi, des engagements qui sont pris et qui sont tenus, du fait qu'une fois de plus, la Moudawana ait pu être réformée dans le bon sens. Je crois vraiment que c'est des choses à saluer, à applaudir. Et surtout, ce que j'ai envie d'applaudir, c'est la mobilisation de la société civile ici. Parce que vous avez dit que vous étiez dans une association. Et c'est vrai que je suis absolument bluffée par ces associations qui se battent pour qu'on ait plus de mariage de mineurs, pour qu'on ait plus, pour que l'autorité parentale soit mieux répartie, des choses comme ça. Enfin voilà, force à toutes ces femmes et à toutes ces associations. Et enfin, je finis. Ah oui, mais du coup, sur ces associations, vous disiez, celles par exemple qui combattent la violence de genre, peuvent-elles réussir à faire ce que les pouvoirs publics ne font pas ? Alors moi j'éprouve, il a beaucoup été question d'estime tout à l'heure et je vous en remercie à nouveau. Moi j'éprouve une immense affection et estime pour tous les militants associatifs qui se battent dans ce genre de structure, en fait, vraiment sincèrement. C'est-à-dire que, je sais pas, pour bien connaître ce monde, il n'y a pas grand-chose à y gagner, n'est-ce pas ? Généralement, les gens le font au détriment et de leurs finances, et de leur temps de famille, et de leur disponibilité mentale, et de leur tranquillité. Et donc, ce qu'elles rendent comme service dans ces associations est absolument extraordinaire. Ça a été ma plus belle rencontre en France, pour parler de la France, ma plus belle rencontre, je crois. Ça a toujours été à bien choisir les associations qui aident les femmes victimes de violences. Enfin voilà, il y a plein d'autres sujets importants et tout ça, mais là, celle-là, parce que je les voyais faire, ça a duré des décennies. À chaque fois, elles trouvaient un moyen, comme ça, par le petit réseau, d'offrir un lit, un canapé à quelqu'un qui venait de partir, etc. Et puis ensuite de l'accompagner dans des démarches qui sont extrêmement compliquées. Et je trouve ça extraordinaire de faire ça bénévolement, juste parce qu'on y croit. Donc, du coup, ce rôle-là est majeur. Ne sous-estimez pas à quel point il influe finalement le politique. Moi, j'y crois beaucoup à ça, y compris en mettant mal à l'aise parfois le politique, tout simplement. C'est-à-dire que, justement, à donner à voir tout ce sacerdoce, etc., peut-être que ça met aussi mal à l'aise les politiques qui voudraient oublier le sujet. En tout cas, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée comme ministre des Droits des Femmes, l'une des premières lois sur laquelle je me suis mise à plancher, ça a été la loi contre le système prostitutionnel. Alors bon, c'est un sujet un peu touchy, comme on dit en France. Ça a été très très compliqué comme sujet, mais il me semblait extrêmement important qu'on fasse reculer tout simplement le système de la traite. Alors certains disaient mais non, la prostitution c'est quelque chose qui est choisi, c'est un contrat librement consenti entre adultes. Après tout, on peut tout acheter, tout vendre. Pourquoi ne pourrait-on pas vendre son corps, etc. Et bon, moi, je portais une position inverse qui était la prostitution, c'est une violence faite aux femmes. Il y a un moment, il faut quand même se poser la question quand, par exemple, dans les rues de nos pays européens, 90% de ces femmes qui se prostituent, comme par hasard, elles viennent d'ailleurs. En fait, elles sont juste victimes d'une traite absolument industrielle qui les a amenées du Nigeria ou d'ailleurs pour se prostituer dans les rues de Paris. Mais qu'est-ce qu'elles ont choisi là-dedans ? Bref, et donc, du coup, la loi que je faisais adopter avait vocation à installer un principe qui n'était pas admissible pour tout le monde, qui était de dire on va pénaliser les clients de la prostitution. En fait, si on veut vraiment faire reculer le système, il faut que ce soit sanctionné de recourir en tant que client à la prostitution. Et je prends cet exemple parce que donc vous aurez compris, c'est un sujet qui a pris beaucoup de temps, de débats, de polémiques et même de violence. Et je n'ai réussi à le faire advenir, parce que finalement nous avons adopté la loi et nous en célébrons d'ailleurs le 10e anniversaire maintenant, puisqu'on l'avait adopté en avril 2016 in fine.
Je n'ai réussi à le faire comme ministre des droits des femmes que parce que des associations au préalable avaient énormément documenté la situation des prostituées, étaient capables de nous fournir les chiffres nécessaires, d'avoir mobilisé tout plein de gens auparavant. Bref, donc je pense que les deux doivent travailler de pair, l'associatif et le politique. Enfin, est-ce que l'indépendance financière permet aux femmes d'être concrètement libres ? J'ai vu un très très beau film la semaine dernière que je vous recommande, qui s'appelle Woman de Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si ça vous parle. Vraiment, il est magnifique. Il traverse le monde et on ne voit que des femmes à l'écran de tous les âges, de toutes les situations, et qui s'expriment en gros sur ce qu'elles vivent. Et alors, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a des situations parfois de violence, enfin, je veux dire très 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 émouvantes. Mais étonnamment, l'une des choses qui m'a le plus émue dans ce film-là, c'est à un moment donné une Américaine, je crois, qui explique comment elle a fait une belle carrière dans sa vie, elle a été responsable, haut placée, etc., etc. Et puis soudain, elle s'interrompt et elle dit quelque chose comme mais quand j'y pense, je ne peux pas m'empêcher de lister les regrets que j'ai au fond de la tête. Je regrette de ne pas avoir pu accompagner mes enfants à l'école. Je regrette de ne pas les avoir vus découvrir le campus universitaire dans lequel ils allaient finalement faire leurs études supérieures. Je regrette de ne pas avoir passé le temps qu'il aurait fallu que je passe avec certaines personnes avec qui j'aurais dû me fabriquer des souvenirs avant qu'il soit trop tard, etc. Et cette litanie des regrets, elle m'a beaucoup touchée. Vraiment, elle m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, vraiment, on arrive à un moment, à un stade où sur ces questions-là d'indépendance financière, d'égalité femmes-hommes, etc., ce serait vraiment bien qu'on se pose et qu'on se dise, et si on revoyait l'organisation concrète de notre société, en fait, parce que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans le fait que, jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir vraiment emprunter la voie de la réussite à l'égal des hommes, les femmes doivent jouer avec les mêmes règles du jeu que les hommes, y compris l'hyperprésence au bureau, tard, au détriment de l'équilibre personnel, etc. Mais en fait, toutes ces règles-là, elles sont néfastes pour les femmes comme pour les hommes. En fait, c'est ces règles-là qu'il faudrait revoir plutôt. Et je pense que dans un monde où, justement, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle qui fera un certain nombre de tâches, etc., dont on n'aura plus besoin, nous, peut-être qu'on pourrait en profiter pour repenser la place du travail par rapport à la place de la vie personnelle, l'équilibre des temps de vie, comme on dit, personnel et professionnel. Parce que je pense que quand même, ces dernières décennies, je jette la pierre à personne, hein, vraiment. C'est une réflexion plus générale, mais on a eu tendance un peu à passer par perte et profit le devenir des enfants, en fait, dans tout ça. Et on le voit, par exemple, en France, quand ils sont pas dans le scolaire, on les confie au périscolaire, quand ils sont pas dans le périscolaire, etc. Et donc, en fait, leur journée est minutée parce que la journée des parents n'a plus de temps pour tourner autour d'eux à un moment donné. Et je pense que cette chose de créer une forme de burn-out parental, familial, sociétal, des enfants qui vont pas quand même super bien, j'imagine que vous avez tous noté les problématiques de santé mentale. Je sais pas si au Maroc elles sont très fortes, mais chez nous elles le sont. Donc voilà, donc je crois que je terminerai par là. Évidemment que c'est important que les deux membres du couple puissent travailler, évidemment que c'est important que les femmes puissent avoir l'indépendance financière et ne pas dépendre de leur mari. Il n'en reste pas moins que nous arrivons à un moment où ce modèle des dernières décennies est à bout de souffle à mon sens et qu'il faut qu'on le réinterroge pour remettre du bien-être en fait. Et peut-être que le bien-être ne passe pas par le fait d'être complètement obsédé par le boulot, la rentabilité, le boulot. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.